Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, Pierre Desproges pensait qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Alors peut-on rire avec ses élèves et si oui, de quoi? C'est la question qui fait la une des cahiers pédagogiques ce mois-ci. On en parle avec la rédactrice en chef, Cécile Blanchard, et l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguesselles. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire aujourd'hui, celle d'un des duels les plus célèbres de l'histoire de la littérature, celui qui oppose à Dantès à Pouchkine. Le magazine Virgule revient sur ce drame. Emma l'a lu pour vous. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Vous le savez, c'est une rubrique unique, mais il y a deux ambiances possibles, soit on rit, soit on est attendri. Aujourd'hui, c'est la deuxième option de la douceur. Enfin, on poussera, comme tous les vendredis, la porte de la librairie de Célie Luton. Notre libraire et chroniqueuse vous ouvre son rayon bande dessinée à l'occasion du festival d'Angoulême. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. S'il est une profession où l'humour est mis à distance, scruté avec méfiance, voire méprisé, c'est bien celle d'enseignant. Fin de citation, elle est extraite des cahiers pédagogiques qui ont décidé en ce mois de janvier de braver l'interdit et pour la première fois de leur longue histoire de consacrer un dossier à l'humour dans l'enseignement. Et on en parle avec leur rédactrice en chef que je suis extrêmement heureux d'accueillir. Cécile, bonjour. Bonjour. Cécile Blanchard, il faut quand même que je fasse les choses de manière très officielle. Premier numéro sur l'humour à l'école des cahiers pédagogiques dont il s'agit quand même du numéro 582. C'est un sujet compliqué. Forcément. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais parlé d'humour dans les cahiers, mais effectivement, le dossier, cette fois-ci, est consacré à l'humour. Et oui, c'est un sujet compliqué, puisque ça se manie avec tact et délicatesse pour éviter de tomber dans un certain nombre de pièges. Il y a l'idée que l'école, c'est sérieux aussi. Il y a l'idée que l'école, c'est sérieux, effectivement, qu'on n'est pas là pour rigoler, qu'on est là pour travailler, et que travailler en rigolant, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, il y a quand même, je signale qu'à votre place était installé il y a quelques semaines Maragoyer, qui, dans son dernier livre, dit, ben voilà, s'il y a bien une chose que je fais maintenant, au bout de 20 ans, c'est oser l'humour, alors que je n'aurais pas du tout osé au début. Donc, il y a aussi des âges de l'humour, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est une des dimensions, effectivement, parce que tout ce qui est... quand on parle d'humour, on parle aussi d'autorité, ou de peur de perdre l'autorité ou de ne pas avoir d'autorité. Et on est sans doute plus à l'aise, certainement plus à l'aise avec cette dimension-là, celle de l'autorité, quand on a un peu plus d'expérience. Mais après, je ne suis pas certaine que ça doive attendre aussi longtemps. C'est aussi affaire de personne. Mara, vous avez attendu un tout petit peu trop longtemps. Non. Je plaisante. J'essaie de faire de l'humour moi-même. J'ai lu le numéro, je tente. L'humour à la télé. Une des frontières que vous tracez, qui est extrêmement importante dans une salle de classe, elle est entre rire d'eux, on rit de quelque chose, ou de quelqu'un, ou rire avec. Oui. Et évidemment, c'est plutôt le rire avec dont vous parlez. Bien sûr, rire d'eux, alors pour le coup, c'est un des risques et même une ligne rouge en fait pour un enseignant parce que le rire, il sert à faire cohésion dans la classe, à faire groupe, certes à déminer aussi des moments éventuellement un peu difficiles. Enfin, néanmoins, l'objectif, c'est quand même celui-là de donner une dynamique de groupe. Donc évidemment, si on crée la dynamique de groupe en opposant une partie du groupe à un autre, voire à un élève tout seul... Voire en désignant cet élève à l'opprobre ou au harcèlement. Exactement. Et voilà, on risque de partir sur des situations qui, là, deviennent franchement problématiques et sur le plan de l'enseignement et de la pédagogie et sur le plan de l'éthique. Ce que vous montrez dans la revue, c'est que, évidemment, l'objectif, c'est pas de rire en classe. L'objectif, c'est d'apprendre que le rire n'est qu'un moyen. Et... alors vous faites notamment appel à des spécialistes du cerveau, etc. En fait, le rire a plein de vertus. Ah bah oui. Alors, je ne sais pas si l'objectif, c'est pas de rire en classe. Rire en classe au passage, pourquoi pas, après tout. Mais effectivement, le rire, c'est un moyen d'apprendre. Et le rire, c'est aussi quelque chose à apprendre. Et de fait, on a un article d'un masseur kinésithérapeute. Oui. Ça vient vers le début du dossier d'ailleurs. Je me suis dit, mais que faire ma sœur kinésithérapeute dans cette revue phare des enseignants? Il s'essaye à l'exercice d'une physiologie du rire en expliquant ce que ça fait, en rappelant au passage que non, le rire n'est pas forcément le propre de l'homme, et en expliquant ce que ça fait dans le corps, ce que ça fait au cerveau de rire. J'en cite un extrait d'ailleurs, il dit que ça a des actions remarquables sur l'adrénaline, notamment l'hormone du stress, et que c'est un booster du cerveau. Voilà. Donc effectivement, on voit bien à partir de là en quoi ça peut être utile et intéressant de l'utiliser en classe. Deuxième usage, ça casse la monotonie. Bien sûr. Ça casse la monotonie, ça permet donc de surprendre et de susciter l'adhésion des élèves. En règle générale, les élèves, ils aiment bien avoir un enseignant qui est marrant. Et si on y réfléchit, quand on discute avec des enfants, des adolescents en âge de scolarité, quand ils disent mon prof il est drôle, c'est pas du tout la même chose que quand ils disent mon prof il est nul. C'est pas du tout la même chose. Ils font très bien la différence. Après,
Bon, peut-être qu'ils arriveraient à accorder le qualificatif de drôle à un prof qui considérerait par ailleurs pas très bon, mais néanmoins, c'est quand même pas du tout la même chose. On a un article aussi d'ailleurs avec des enfants qui expliquent comment... Oui, il y a plein de paroles d'enfants. Voilà, on essaye en règle générale dans les cahiers pédagogiques de donner la parole aux élèves. C'est quand même le but du jeu à la fin. Alors, en parlant de donner la parole aux élèves, une atmosphère où on rit en classe, ça les rend plus actifs. Oui. Effectivement, oui, parce que ça autorise un certain nombre de choses, et notamment ça casse l'idée que la classe, le cours est uniquement transmissif de l'enseignant vers les élèves, et donc ça leur permet, alors éventuellement à s'autoriser des blagues, c'est là qu'on retrouve un peu la question des limites, mais ça leur permet aussi d'entrer dans ça les motive en fait. Finalement, c'est une autre façon. Un des instruments, un des outils possibles de la motivation. Oui. Voilà, mais y compris avec ses effets dans le cerveau. Emma, qu'est-ce qui s'est passé parce que on va faire l'anti-sèche dans 3 minutes. Vous savez tout. Qu'est-ce qui s'est passé en 1111 ? Je ne sais pas. Moi, je sais. Évidemment, c'est un extrait. Alors, il s'est passé quoi ? C'est l'invasion des Huns. Le piéger. L'invasion des Huns, c'est ça ? Oui, 1111, les Huns. Attila, les Huns. Ah, mais oui. Le 1, le numéro. Tout à fait. Il faut un peu lui expliquer un peu. On en parlera tout à l'heure, la question du décalage qui est extrêmement importante. Emma, pourriez-vous me dire ce qu'est un oiseau migrateur ? J'ai déjà entendu cette blague. Je ne sais pas. C'est un oiseau qui ne se gratte que d'un côté. Pas mal. Ok, on les retrouve, il y en a plein d'autres. Ça, c'est des authentiques blagues de salle de classe. Cécile Blanchard, rédac-chef des cahiers pédagogiques, numéro 582. Pour la première fois, un numéro entièrement consacré à l'humour. Ça valait bien une invitation dans le grand oral. Mais pour l'instant, l'anti-sèche. Emma Guessel. Les 1, ça y est ? Les 1, ça y est. C'est bien. Emma, l'anti-sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité qui souvent repose sur des anniversaires. Nous sommes le 27 janvier et c'est un 27 janvier en 1837 que le poète russe Alexandre Pouchkine est blessé lors d'un duel. Il va en mourir 2 jours plus tard et le magazine Virgule lui consacre un dossier. Oui, plus précisément sur les circonstances de sa mort qui intervient très tôt. Pouchkine n'a que 37 ans, une mort totalement romanesque et brutale puisque vous l'avez dit, le poète meurt après s'être battu en duel avec un Français, Georges Dantès, qui était aussi son beau-frère, mais on y reviendra. Pouchkine qu'on ne connaît pas très bien en France, alors qu'il est considéré comme un des pères de la littérature russe. Mais oui, il n'y a pas vraiment d'égal en France en termes de notoriété, dans le sens où on pourrait pas choisir entre Victor Hugo, Balzac, Flaubert, ou Zola. En Russie, il y a beaucoup d'écrivains de renom, bien sûr, mais Pouchkine, c'est le plus grand. Et d'ailleurs, beaucoup de Russes connaissent par cœur. C'est comme s'il y avait Victor Hugo, mais qu'il n'y avait pas eu tous les autres, quoi. Voilà, et c'est exactement ça. C'est Pouchkine, le plus grand. Voilà, donc les Russes apprennent des vers de Pouchkine à l'école dès le plus jeune âge. Alors en France, nos collégiens et nos lycéens le connaissent peu, même si on étudie un peu son œuvre quand même, notamment en 4e en français sur le cours sur le fantastique. Les élèves lisent par exemple La Dame de Pique, nouvelle fantastique écrite en 1933. 1833, je pense, mais c'est comme les 1. J'ai un truc avec les dates. 1833. On y travaille, on y travaille. Pouchkine qui a par ailleurs un lien avec la France, il parlait français. Oui, il parlait parfaitement le français, non pas parce qu'il avait des origines françaises, mais parce qu'il venait d'une famille noble, et dans toute famille russe appartenant à la noblesse, on parlait le français. Par son père, Pouchkine appartenait à l'une des plus grandes familles russes, et par sa mère, il était l'arrière-petit-fils de ce qu'on a appelé le nègre de Pierre le Grand. Pierre le Grand, c'était le premier empereur de Russie, de toutes les Russies. Il a notamment fait construire la ville de Saint-Pétersbourg, et il a pris sous son aile un esclave noir venu du Cameroun, esclave qui est devenu un ingénieur militaire très réputé en Russie, et cet ingénieur, c'est donc l'arrière-grand-père de Pouchkine. Extraordinaire. Pouchkine, bien que jamais engagé en politique, va connaître l'exil à un moment de sa vie. Et oui, certains de ses poèmes sont jugés en contradiction avec la politique du tsar Alexandre Ier. Il est condamné à 6 années... Une tradition russe d'exil, ou sinon on envoie en colonie pénitentiaire. C'est une tradition. Donc 6 années d'exil, mais ça va être bénéfique pour lui, parce que ça sera source d'inspiration. Il va découvrir la campagne russe, et c'est là qu'il commence à écrire son roman le plus célèbre, un roman en vers, Eugène Onegin, qu'en France on connaît mieux... L'opéra, bien sûr, mis en musique par Tchaïkovski. Vous allez nous chanter un extrait dans quelques instants. Oh non. Non, pas du tout, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait comme autre œuvre très connue alors il a écrit Boris Godunov, la fille du capitaine, les contes Rouslan et Ludmila, ou encore le conte du pêcheur et du petit poisson. Vous le disiez au tout début, les circonstances de sa mort sont tragiques. Il meurt donc jeune et dans le cadre de ce duel. Mais oui, une mort digne de celle d'un personnage de roman, et qui alimente aussi cette fascination qu'ont les Russes pour Pouchkine, parce que lorsqu'il meurt, il est déjà considéré comme le plus grand écrivain du pays, mais cette mort si jeune accentue le mythe Pouchkine. Donc les circonstances de sa mort.
mort. En fait, Pouchkine s'était marié avec Natalia Goncharova. Pouchkine avait 32 ans, elle 18. Elle était belle, elle adorait sortir avec des robes incroyables. Et Pouchkine, il était très très jaloux. Si bien que lorsque se répand la rumeur d'un rapprochement entre son épouse et un certain Français, Georges Dantès, c'est pas possible, Pouchkine ne le supporte pas et il se sent humilié. Et donc fort logiquement, il le provoque en duel. Mais oui, pour sauver son honneur. Les duels étaient d'ailleurs interdits officiellement, mais Pouchkine était un habitué, il avait déjà été provoqué 7 fois en duel. Et donc le duel se déroule dans un froid glacial le 27 janvier 1837. Dantès tire le premier, il blesse Pouchkine, qui meurt 2 jours plus tard de ses blessures. Merci beaucoup, Emma, pour cette anti-sèche consacrée à Pouchkine. On se retrouve pour la récré tout à l'heure. Avec plaisir. Vous avez une petite machine à calculer d'ici là? Oh là là. Grand oral, Cécile Blanchard. Extrait du dernier numéro des cahiers pédagogiques. Je cite, l'humour peut se fondre dans une pédagogie efficace dans toutes les disciplines et à tous les niveaux, de la maternelle à l'université. Et les cahiers pédagogiques en font la preuve dans un robuste dossier dont on parle avec Cécile Blanchard, rédactrice en chef des cahiers. La notion d'humour pédagogique, en fait, elle est même datée. 1964, ai-je appris en vous lisant. Les Américains ont trouvé une date, capacité de l'éducateur à aborder les préoccupations de l'élève à partir d'une position de supériorité afin de les apaiser et de les rendre plus légères. Oui, j'ai révisé. Oui, je vois ça. J'ai appris votre dossier absolument par cœur. Moi-même, j'avais oublié cette date-là. Donc, ouais. Mais c'est amusant de se dire quand même que ça peut vraiment être partie prenante du processus pédagogique et qu'on essaie de l'inscrire dedans. Oui, bien sûr. Ça a tout un tas de fonctions. Ça permet, par exemple, il y a un article dans le numéro, dans le dossier, qui évoque l'enseignement en SVT, sciences de la vie et de la terre, qui évoque cet océan de plastique, on l'appelle le continent de plastique, il a différents noms, et c'est un sujet assez angoissant à traiter, et l'enseignante qui fait l'article, qui d'ailleurs est une des coordinatrices du dossier, propose de dédramatiser au départ en utilisant des dessins de presse pour permettre quand même d'apporter un peu de légèreté dans un sujet qui n'en a pas tant que ça. Donc c'est tout à fait... C'est tout à fait utile pour ce genre de situation. Et puis ça permet aussi de construire des apprentissages et puis d'aborder le fait que l'humour n'est pas le même selon les disciplines. En fait. Alors voilà, si on s'arrête 3 secondes sur les disciplines, donc vous avez pris un exemple en SVT, il y a quand même une double page sur humour et mathématiques. Non, ok. C'est pour moi. Mais il y en a une, c'est de la philo, je vous la cite, la blague. Une amie d'une professeure de mathématiques téléphone à cette dernière à la maternité pour la féliciter et elle lui demande « Tu as accouché d'un garçon ou d'une fille ?» « Oui, répond la maman. Et tout est dans le « ou ». On est entre la philo et les maths. Oui. Waouh. Parce qu'effectivement, elle a accouché d'un garçon ou d'une fille. Donc la réponse est oui. Mais c'était pas la réponse. Il y a un accent, hein, non, c'est forcément un garçon ou une fille. Ouais. Oui. Voilà. Waouh. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que derrière, ça permet. On l'a tous vécu en mathématiques, sauf ces personnes qui séchaient un peu trop. Et on l'a vécu en grammaire aussi sur le et ou le ou qui veut dire et le ou qui oppose. Ou inclusif. Donc en fait, tout ça est extrêmement précieux. C'est aussi pour certains profs un calmant. Vous donnez la parole à une professeure des écoles qui a inventé le personnage de Carbistouille. Alors elle ne l'a pas inventé, c'est un personnage. Oui, ça veut dire mais qu'elle utilise en tout cas. Mais qu'elle utilise effectivement pour déminer une situation qui risque de déraper voire où elle a presque déjà dérapé parce que elle a des élèves qui se lèvent tout le temps pour tailler leur crayon, elle n'en peut plus. Et donc, elle se met à crier fort et vraiment... il y a 2 solutions. Soit elle les suspend par le pied dans un placard, soit... Un croc-de-boucher, soit elle démine. Et donc là, elle en fait des tonnes. Elle en rajoute énormément. Et ça devient effectivement où elle joue un personnage, où elle les menace de tourments et de tortures. C'est incroyable. Absolument. Ouais. Au départ, les élèves sont médusés. Et puis, petit à petit, ils comprennent. Et ça permet de dramatiser, de revenir à une situation normale en passant par le rire et en passant par la prise de conscience. Mais maîtresse, t'as pas le droit. Ouais. Et là, petit à petit... Et elle enchaîne en disant, mais est-ce que toi, tu as le droit d'eux ? Voilà.
Et comme ça, elle rétablit une situation et elle explique à la fin que les deux élèves concernés ont arrêté de se lever tout le temps pour tailler leur crayon. Du rire en SVT, du rire en maths, du rire à l'école primaire, du rire aussi en français, évidemment, avec un maître en la matière pour ce qui est des jeux de mots qui est PEF, le prince de mots tordus. Et vous avez donné plein de définitions sur lesquelles ont travaillé des élèves. Je ne sais pas si vous les avez peut-être pas par cœur, mais moi je peux vous en donner quand même. J'aime bien la première, par exemple. Arrière-pensée. Oui. C'est quoi une arrière-pensée? Je ne sais pas. C'est une petite fleur violette qui pousse au fond des jardins et parfois derrière la tête. C'est mignon quand même. Hein. Il y en a une que je trouve nulle, c'est Chauve qui peut. Pourquoi vous la trouvez nulle, Emmanuel? Moi, je la trouve pas mal. Hein. Moi aussi, je l'aime bien. Vous êtes nuls. Pour la peine. Non, il n'y a pas de pour la peine en plus. Allez, tire-bouchon. Alors, tire-bouchon. Ah oui, elle est bien celle-là. À utiliser sur l'autoroute A7 l'été quand les voitures sont à l'arrêt. Ah oui. Ça, c'est les enfants qui les ont inventés. Je termine avec l'histoire. L'histoire où les enseignants qui contribuent racontent que souvent, il y avait des dessins, mais pas très drôles, dans les livres d'histoire. Et puis alors que maintenant, ça a pris évidemment un poids absolument considérable depuis les caricatures, enfin depuis Charlie, et encore plus depuis la décapitation de Samuel Paty. Il y a des profs qui hésitent à utiliser l'humour aujourd'hui quand même. Alors, oui, bien sûr, il y a des profs qui hésitent à utiliser l'humour. Alors, au-delà même de la question des dessins, hein, parce que c'est quand même un outil pas forcément facile à manier. Et donc, on le disait, selon l'expérience qu'on a, etc., on a peur de perdre de l'autorité, de ne pas contrôler la situation, etc. Donc, c'est déjà un frein, mais effectivement, l'utilisation du dessin de presse et des caricatures, c'est quelque chose qui peut poser question, qui peut faire peur. Et en même temps, c'est quelque chose les dessins de presse, c'est présent partout. Alors nous, on adore ça et on en met dans les cahiers à chaque numéro, mais c'est quelque chose de très important. Et c'est important d'apprendre aux élèves ce que c'est et à l'utiliser, en fait. C'est un outil en plus d'apprentissage de l'esprit critique. Voilà, allez, et puis on va quand même rendre hommage, puisque Charb décidait il y a très longtemps dans les cahiers pédagogiques. Il n'y a pas si longtemps, ça. Et encore relativement récemment, avant de mourir lors de l'attentat. Son dernier dessin a été publié dans le numéro de janvier 2015. Voilà, et en mars 2013, il avait publié ce dessin qui disait « C'est plus facile de faire chier les intégristes que de faire rire les profs ». Voilà. Bon, à la quotidienne, on a une préposée à l'humour, mais juste pendant l'heure de la récré, vous allez voir. Sinon, on ne se marre pas ici. Et on se retrouve juste après. Emma Guessel. Oui, en plus, j'ai mal choisi mon jour, puisque vous nous faites rire quand même très souvent. On se marre à la récré, mais souvent, on est aussi attendri. Et là, vous allez nous attendrir. Mais oui, Emmanuel, avec une jolie histoire, mais une histoire qui commence pas très bien, mais qui a une fin heureuse. Vous allez voir. Alors... Je préviens. Alors, en octobre dernier, un jeune homme de 18 ans en situation de handicap mental se rend, comme tous les jours, dans un institut médico-éducatif de Beauvais, où il habite, avec 7 autres adolescents. C'est un taxi qui les emmène tous les jours, le même chauffeur tous les jours, sauf que ce jour-là, le chauffeur s'arrête brusquement parce qu'il ne se sent pas bien. Il appelle les secours, mais il n'arrive pas à parler. Et en fait, il est en train de faire un infarctus. Il a donc passé le téléphone au jeune homme de 18 ans et il a été capable de guider les secours jusqu'à l'endroit où se trouvait le véhicule et le chauffeur de taxi a pu être sauvé grâce à cet appel. Alors ce jeune homme de 18 ans, il s'appelle Arnaud et le maire de sa ville, Beauvais, l'a récompensé pour cet acte héroïque il y a quelques jours en lui décernant la médaille de la ville. Regardez, le maire écrit, donc il a posté sur Instagram, et lors de cette remise de médaille, j'ai pu voir la fierté dans les yeux de ses proches et cela fait chaud au cœur. Cette fierté, nous la partageons. Encore un grand merci et bravo Arnaud. Est-ce qu'elle n'est pas belle cette histoire? Si, c'est une très très belle histoire. Chapeau Arnaud. Quand c'est pour des histoires comme ça, vous avez le droit de ne pas être drôle. C'est une autorisation spéciale. Merci beaucoup Emmanuel. On recommence avec l'humour. Grand oral, Cécile Blanchard. Il y a donc des blagues dans les cahiers pédagogiques ce mois-ci. Et par exemple, celles-ci qui sont des blagues d'élèves ou d'enseignants. Nous avons donc un crime spatial. En cours de physique, l'enseignant pose une question à ses élèves. Est-ce qu'on peut être accusé d'un crime commis dans l'espace? Oui. Non. C'est un crime sans gravité. Très bon. Ah, puis ça vient. Très bon. bon. C'est pas matheux. Emma, c'est une vraie littéraire, quoi. Moi, j'aime bien la toute première blague de cet encadré. Alors, on y va. Dis-moi, Thomas, si tu as... Ah oui, mais moi, je la comprends pas. Dis-moi, Thomas, si tu as... voilà. Bah ouais, mais bon, attends, il y a des maths. Dis-moi, Thomas, si tu as 15 bonbons et qu'André t'en prend 5, tu en as combien? 10. Non, 15 et un cadavre. Très bon. D'accord. Bon, bah super. Bah oui, on donne pas les bonbons. L'humour...
Oui, c'est ça, c'est ce que je dis immédiatement. Cécile Blanchard, rédactrice en chef de la revue Les Cahiers Pédagogiques, invitée du Grand Oral. Je le disais en introduction, l'humour à manier avec délicatesse, en citant des proches, qui est cité, je crois, au moins 2 ou 3 fois dans le numéro. Il y a plein de décalages qui peuvent intervenir. Alors d'abord, il y a les décalages générationnels. Oui. Bien sûr, effectivement, puisque on sait bien qu'on ne regarde pas tous les mêmes choses, on ne lit pas tous les mêmes choses. Et en plus, le décalage aujourd'hui, il s'est grandement accéléré entre la majorité des enseignants, parce que bon, il y a quand même quelques-uns qui arrivent à suivre, et puis les élèves qui n'ont plus du tout les mêmes références culturelles, télévisuelles, etc. De fait, là où avant tout le monde regardait la télévision ensemble dans le salon et commentait éventuellement enfants, parents ensemble, maintenant les enfants, la plupart du temps, ils sont dans leur chambre sur leur téléphone portable à regarder des youtubeurs, des vidéos, etc. Et que... Je pense, alors j'ai pas fait de statistiques précises, mais enfin je pense qu'une bonne majorité des enseignants ne regardent pas eux-mêmes, connaissent éventuellement par leurs enfants, mais enfin généralement quand même ils sont pas... Donc déjà ça fait un décalage effectivement de référence. Parce que l'humour, le second degré, c'est évidemment une affaire de référence partagée, et comme il y en a moins, avec effectivement ce caractère asynchrone des pratiques culturelles, c'est important. Il y a aussi un truc qui peut faire mal dans une éducation nationale qui est soucieuse de questions d'égalité, notamment d'inégalité sociale, c'est qu'il y a aussi un humour qui peut fonctionner ou pas selon les milieux. Oui, bien sûr, mais en fait c'est le même processus, c'est-à-dire que la consommation culturelle des élèves, quelle qu'elle soit, elle n'est pas la même selon l'âge, mais elle n'est pas la même non plus selon où on se trouve, selon son groupe de pairs avec qui on fonctionne, etc. Et donc, et puis selon l'influence des parents quand même un minimum. Donc évidemment, les inégalités, les décalages... Ça peut mettre un coup de stabilo quand même sur ce genre de décalage et pas être très agréable pour les élèves concernés. Bien sûr. Celles et ceux qui n'ont pas ces références. Ne serait-ce que parce qu'il y a ceux qui ont accès à certaines références culturelles qu'ils partagent avec les profs, donc ils vont comprendre l'humour des profs, et d'autres ne vont pas le comprendre. Donc déjà, tout de suite, on parlait tout à l'heure de cohésion de groupe, ça devient un peu plus compliqué. C'est pas génial. Inviter les élèves à se mettre en scène, un enseignant raconte aussi, c'est pas sans risque. Faire rire ses camarades parce que le prof nous l'a demandé. Oui, effectivement, dans cet article, c'est un enseignant de musique qui propose à ses élèves un exercice, et puis il y en a un qui se prend au jeu, qui fait rire tout le monde. Donc lui, il est ravi parce que il a eu son heure de gloire, quoi, en plus. Alors, l'élève est ravi parce qu'il a son heure de gloire, le prof est ravi parce que il a réussi à faire entrer la classe dans le projet, qui est un projet sur plusieurs séances. Et puis à la séance d'après, en fait, il ne se passe plus rien. L'élève ne veut plus du tout retourner dans ce rôle qu'il avait réussi à endosser au départ, parce qu'en fait, il se fait moquer en dehors du cours. Il s'est fait moquer en permanance par parce qu'il avait pris il imitait, c'est ça, si je me souviens bien, je crois, le coq, il avait un don pour l'imitation des animaux, et il se faisait traiter d'animal, ou de nom d'oiseau dans la cour de récré après. Oui, c'est ça. Alors effectivement, je l'ai pas relu à l'instant, mais c'est une histoire effectivement de cri de coq, et donc il passe... Et les élèves crient cocorico quand ils le voient. Enfin voilà, et donc lui, il est mortifié, il veut absolument plus. Et donc le projet ne peut plus. Ça casse en fait. Cécile Blanchard, dernière question. Quid de l'humour entre collègues, ou quid de l'humour dans les relations avec l'administration? Vu du dehors, je ne vous cache pas, ça n'a pas l'air d'être, comment vous dire, un univers où on rit tout le temps. On y met quelques formes, mais... Et pourtant, on peut essayer. Il se trouve... Alors, vous faites allusion à 2 articles, dont un qui est une proviseure qui fait des blagues aux enseignants, enfin à l'équipe. Elle est folle. Voilà. C'est génial. et voilà... il se trouve que je la connais, puisque c'est une militante. Michel Amiel. C'est Michel Amiel qui intervient régulièrement, qui écrit dans la revue, qui est membre du comité de rédaction. Et elle, voilà, chaque année, elle fait des blagues du 1er avril, y compris à la rédaction des cahiers pédagogiques. Et effectivement... Mais là, elle vous a fait une blague, elle vous a appelé, elle a dit « Cécile, ce serait chouette de faire un numéro sur l'humour ». Et vous l'avez prise au 1er degré. Voilà. Je rigole. On peut dire ça comme ça. Super numéro des cahiers pédagogiques, le 582, l'humour à l'école. Cécile, merci, vous restez avec nous. On est vendredi, c'est l'heure de la librairie. Avec plaisir. On va pousser la porte. Emma, merci beaucoup. La librairie, c'est dit.
Et comme tous les vendredis, on est un vendredi. C'est le prince de Motordu qui m'a fait ça. Exactement. Et comme tous les vendredis, nous avons le plaisir d'accueillir Célou, mais non Célie, Célie Luton, la librairie, avec une sélection spéciale BD aujourd'hui, puisque le festival de bande dessinée d'Angoulême bat son plein. Exactement. On commence avec un de vos chouchous absolus. Exactement. Chevalier Chouette, Exactement. Christopher Denise, c'est chez Kaléidoscope. Voilà, alors c'est pour les petits, donc à partir de 3 ans, je préfère toujours montrer un album à la place d'une bande dessinée à cet âge-là. C'est un choix qui est purement subjectif, mais ça c'est tellement chouette. Chouette, il a toujours voulu être chevalier, il a un rêve. Oh, il aurait plein de copains, il est astucieux, intelligent, très malin, et il va réussir. Ouais, mais c'est très dur quand même. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il... D'abord, c'est drôle en parlant d'humour. Hein. Oui, parce qu'il est tout petit, alors même les épées, il n'arrive pas à les soulever, même les boucliers sont trop lourds, et puis la journée, il s'endort, bah, c'est normal, hein, c'est une chouette après tout, donc il est excellent néanmoins dans la garde de nuit. Alors, enfin, en même temps, parfois, il a la trouille, comme on le voit ici. Oui, mais un vrai chevalier ne recule pas face à l'ennemi, Non. même quand l'ennemi est un dragon affamé, il trouve la meilleure des solutions. Qui sera... Bah, on commande une pizza, c'est meilleur. Comment ça qu'on disait que vous avez là? Bah oui, C'est vrai? C'est ça le truc? oui. Vous avez fait un gros spoil, mais c'est ça. oui. Mais Excellent. Et le dragon aime bien La les pizzas. fin. Ah ouais, regardez. Mais le voyage, c'est mieux. Un dragon avec une pizza. C'est beau. Et à la Formidable. fin, Chouette a plein d'amis. Chris, c'est chouette d'avoir fait Oui, adorable. Deuxième conseil, un immense classique, Yvan Pomeau. Yvan Pomeau, c'est l'auteur évidemment, hein, Marion Duval, l'héroïne. C'est J'ai ça, choisi un croco dans la auteur Loire. et illustrateur de génie. Donc on le connaît beaucoup pour tous ces beaux albums à l'école des loisirs. Mais il y a quelques décennies, il a créé le personnage d'une jeune fille très intelligente, très maligne, dont le papa est journaliste. Elle vit dans le 8e arrondissement rue Gustave Doré. Jusque Et ça, tout va bien. c'est une enquêtrice incroyable. Et là, C'est c'est Marion Duval. réédité. C'est un bijou. Il Voilà, s'est inspiré avec- de ses filles justement pour créer le personnage. On vous de remémore Marion le Duval. trait de J'adore. reconnaissable entre mille d'Yvan Pomeau. Ah, toujours. N'importe quel album d'Yvan Pomeau est reconnaissable, que ce soit Ouais. Théo Toutou, Marion Duval, Nous, notre histoire en album avec son gendre Christophe Stommers, ça se reconnaît. Bijou. 1986 pour la première édition, mais une réédition en 2022, c'est chez BD Kids et c'est accessible dès l'âge de 9 ans. Et alors là, une histoire que moi j'adore, C'est ça. Brancusi contre États-Unis, d'Arnaud Nebache, c'est chez Dargaud, le grand Oui. éditeur de bande dessinée. C'est ça. Alors nous sommes en 1923 et 26 je crois, non? attendez, 1926, pardon, Il y décidément a un les dates. truc avec les dates C'est aujourd'hui. cette place en fait. Ouais, un c'est peu ça. date ici, Emma a c'est laissé pour des... Les Mettez-lui dessus, elle est pas l'inspiration. répartie. Oui, voilà. Alors, une galerie d'art new-yorkaise décide de rendre un petit coup de projecteur à l'artiste élève de Rodin Brancusi en lui consacrant une exposition. Malheureusement, lors du voyage des œuvres, arrivées à la douane, sont-elles des œuvres d'art ou sont-elles des objets pratiques? Parce que c'est Et- pas la même douane. Voilà, et on ne ça. paye pas du tout la même somme. C'est-à-dire que si c'est une Exactement. œuvre d'art, ça passe pour de mémoire 3 francs 6 sous, Exactement. voire rien du tout. Exactement. Et si c'est un objet manufacturé, c'est taxé. Un millier de dollars. Voilà. Donc évidemment, l'auteur décide de ne pas se laisser faire. Il intente un procès contre les États-Unis, un procès où clairement, là, la réalité dépasse de loin la fiction. Et c'est le trait Voilà. d'Arnaud Debache est vraiment C'est assez remarquable. Je vous le montre ici. Et donc, la si on sculpture arrive de à voir l'oiseau. sous mon doigt là, Oui. non, c'est peut-être ce doigt-là, hop, c'est celui-là. Est-ce que c'est de l'art? L'oiseau, voilà. Qui peut dire si c'est de l'art? Et donc, Parce que c'est pendant le ce tribunal procès- et ça va donner naissance à une définition juridique de l'art contemporain. Exactement. Et ça va faire rentrer l'art abstrait. Voilà. C'est pas tellement de l'art contemporain, parce qu'il l'a toujours été, mais de l'art abstrait. Abstrait. Va être reconnu en tant qu'art par la loi. C'est Et- pas juste un avis d'historien d'art ou c'est pas un avis d'expert. Voilà. Brancusi Et c'est à contre dévorer États-Unis. pour les grands, un peu plus grands, hein, parce que là, on est passé d'un public de 9-10 ans à plutôt quelque chose de, quand même de fin de collège. Voilà. Et après, et adulte. Oui. On peut y aller. Ah, c'est un éditeur adulte, donc oui. Allez. Et, bien. Et on a Brancusi contre États-Unis, Arnaud Nebache, Marion Duval, entre autres un croco dans la Loire, mais il y en a plein d'autres, et Chevalier Chouette, le petit chouchou de Christopher Denise. Bon festival d'Angoulême. On se retrouve la semaine prochaine. avec plaisir. Super. toujours. Et vous pouvez évidemment continuer à lire, et il y a d'ailleurs du dessin, pas forcément de la BD, mais du dessin dedans, les cahiers pédagogiques, Toujours. l'humour à l'école. On s'abonne. On s'abonne, on l'achète au numéro, on le lit en ligne. Voilà. Tout est possible. Génial. Cécile Blanchard, rédactrice en chef des Cahiers, invitée aujourd'hui du Grand Oral. Merci à vous deux et merci évidemment à toute l'équipe. Morgane Brunet pour le maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie aujourd'hui par Dylan Coller, Saïd Mamou pour le son, Xavier Sanchez pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.